Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame Rousseau, enchantée. Monsieur Panet, nous sommes ravis de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir répondu positivement à cette demande. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation pour échanger sur la question importante de l'eau. Cette audition, qui fait l'objet d'un compte-rendu public qui sera publié sur le site du Sénat, vise à éclairer les membres de la mission d'information sur la gestion durable de l'eau, lancée par le Sénat début février à la demande du groupe socialiste, avec comme rapporteur M. Hervé Gillet. Cette mission comprend des sénateurs représentant l'ensemble des groupes politiques et devrait achever ses travaux d'ici l'été. Dans ce temps court, il s'agit pour nous d'entendre les experts, les parties prenantes et les acteurs institutionnels de la politique de l'eau en France. Le changement climatique conduit à mettre sous tension l'ensemble des utilisateurs de l'eau. On l'a vu avec la sécheresse estivale 2022 et la sécheresse hivernale 2023, qui risque d'entraîner une situation pire encore. Il s'agit pour nous de prendre en compte cette nouvelle donne climatique et d'évaluer la pertinence de la politique publique de l'eau menée aujourd'hui dans notre pays, tant dans ses aspects quantitatifs que qualitatifs. Nous attendons aujourd'hui votre éclairage sur les transformations du cycle de l'eau et les perspectives que nous avons à 1 ou 2 décennies. En effet, votre stratégie scientifique sur 10 ans qui définit les priorités de recherche associées aux grands enjeux socio-économiques liés au sol et au sous-sol, notamment la gestion des eaux souterraines, nous aideront à répondre plus ou moins directement aux différentes questions posées à la mission. Donc je vais vous laisser avec le rapporteur qui, lui, a certainement un grand nombre de questions. Bien, merci Madame la Présidente, chère Evelyne, pour ces propos d'introduction. Je remercie mes collègues aussi d'être présents. Donc vous avez compris la trajectoire qui est la nôtre aujourd'hui. Sachant que nous sommes dans une période assez particulière qui, en l'occurrence, donne une résonance à nos travaux sur un certain nombre d'interrogations avec en perspective à venir une annonce gouvernementale sur la planification. Mais je n'ai pas encore d'éléments factuels pour savoir quand est-ce que cette communication imminente nous sera faite. Et bien sûr, on essaiera à la fois de s'éclairer et peut-être d'éclairer certains sujets à ce niveau-là. Alors, il est vrai que la situation hivernale est déjà particulièrement inquiétante aujourd'hui. Donc elle nous amène sans doute à approfondir un certain nombre de sujets. On vous a transmis donc la liste des questions. Donc je vais vous proposer de prendre parole à partir de celle-ci. Je vais me permettre peut-être d'insister sur quelques sujets. Bien sûr, on ne pourra pas faire autrement que d'aborder la question des bassines, puisque ce sujet est un sujet qui questionne aussi juridiquement, vous l'avez compris, et qui est de nature conflictuelle, même sur le plan scientifique, si on y regarde d'un peu plus près. Donc il y a là un sujet particulier à approfondir. Et puis une question aussi qui n'est pas inintéressante sur le rôle des forêts dans le stockage souterrain de l'eau, et inversement, sur la capacité des forêts à pomper l'eau, puisque au travers des feux hors normes que nous avons connus, notamment en Gironde et dans le massif forestier landais, un pin peut consommer 50, 100, parfois plus de litres d'eau par jour. Et donc, ce qui était des marais hier peut redevenir des marais demain si, bien sûr, les plantations ne sont pas mises en œuvre, on va dire, assez rapidement. Et quand on parle de ces plantations, il y a aussi la nature des plantations qui se pose aujourd'hui. Voilà juste quelques propos liminaires. Et puis, je vais vous laisser la parole pour vous amener à répondre sur les questions qu'on a pu vous poser. Je vous remercie. Donc nous reprenons les questions oui, si vous le voulez bien, tout à fait. Bien. Donc sur les quantités d'eau exploitable dans les eaux souterraines, c'est une question qui est pas si facile que ça en termes de réponse, parce que ça signifierait qu'on connaisse avec précision la quantité d'eau stockée dans les nappes souterraines
Ce n'est pas tout à fait le cas. On connaît l'existence des nappes, leur superficie, on connaît déjà moins bien leur épaisseur, vous voyez, et également la quantité d'eau contenue dans une nappe qui dépend de la porosité, hein, en fait, du matériau rocheux qui contient l'eau, n'est pas toujours connue avec précision. Donc, pour le BRGM, donner le stock n'est pas quelque chose de très facile. Par contre, nous arrivons plus facilement à chiffrer la recharge, hein, ce qui fait que, avec un principe de précaution, on considère souvent qu'il vaut mieux ne pas prélever plus que ce qui a été rechargé, parce que sinon, quelque part, on se dit on doit consommer le stock. Ce que je dis est très schématique, parce qu'une nappe va s'écouler, un peu comme une rivière, simplement beaucoup plus lentement. Hein, Sur la notion capacitaire, est-ce que c'est un objectif d'essayer de construire un modèle qui permettrait de les connaître un peu mieux ou pas? Localement, oui. Oui. À l'échelle globale, en fait, ça a assez peu de sens de parler du volume du stock, puisque ce qui est important, c'est le stock disponible ou l'eau qui est potentiellement exploitable à proximité des bassins de consommation. Et dans ces cas où il y a des bassins de consommation sur des secteurs qui peuvent être en tension, il est effectivement nécessaire de pouvoir modéliser très précisément le stock d'eau. Alors c'est ce qui est fait dans déjà pas mal d'endroits. On a mis en évidence également qu'il y a une vingtaine de bassins versants en France qui mériteraient d'avoir des modèles beaucoup plus précis de gestion de l'eau pour qu'on connaisse parfaitement le stock et qu'on puisse définir des scénarios de politique de l'eau qui permettent une gestion pérenne finalement de la ressource, qu'on ait toujours de l'eau en quantité et en qualité suffisante, au moins pour la population en alimentation en eau potable. Alors les prélèvements sont de l'ordre de 6 milliards de mètres cubes par an, quand même. C'est ça. Hein, avec des stocks dont on peut trouver dans des documents un chiffre de 100 milliards de mètres cubes, mais c'est très approximatif. Quand on parle de 6 milliards de mètres cubes prélevés, parce qu'on entend beaucoup de choses actuellement dans les médias, c'est évidemment dans les eaux souterraines déjà, oui. Et hors énergie. Voilà, on parle vraiment de l'eau prélevée pour l'industrie, pour l'agriculture et pour l'eau potable dans les nappes. C'est issu de la Banque nationale des prélèvements. Alors on estime que ces chiffres sont légèrement sous-évalués, puisqu'il y a probablement pas mal de puits non déclarés qui pompent un petit peu d'eau pour les jardins, pour les choses comme ça, qui augmentent un petit peu ce chiffre. Mais voilà, grosso modo, c'est entre 6 et 10 milliards de prélèvements dans les eaux souterraines pour les consommations courantes et industrielles par an. Très bien. Juste pour clôturer peut-être ce premier sujet, du coup, sur la connaissance approfondie des capacités de stockage des nappes, notamment sur les bassins qui sont en tension, donc ça serait un objectif, mais comment peut-il se réaliser? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Est-ce qu'il faudrait accélérer? C'est un objectif, mais qui peut être réalisé à l'échelle locale. C'est-à-dire que la bonne échelle de la gestion de l'eau, c'est le bassin versant. À l'ensemble du pays, ça n'a pas de sens. Et effectivement, dans le contrat d'objectif du BRGM, qui vient d'être écrit pour les 4 prochaines années, 5, je ne sais plus, un des objectifs principaux, c'est justement de réaliser des modèles de gestion, de mettre en place des modèles de gestion, donc de connaître parfaitement la ressource pour pouvoir scénariser la ressource sur les bassins versants en tension qui ne sont pas actuellement gérés. Donc nous avons pour objectif, d'ici 5 ans, d'arriver sur toutes les zones en tension à avoir d'une part des modèles de prévision du niveau des nappes, des modèles saisonniers de prévision des niveaux des nappes, et puis des modèles de gestion avec des scénarios pour regarder les conséquences du changement climatique. Mais à votre question plus précise, est-ce qu'on saurait mesurer l'épaisseur d'une nappe, sa porosité, avec des mesures géophysiques? Oui, bien sûr. On serait tout à fait capable, localement, d'arriver à connaître l'épaisseur de la nappe et ensuite d'estimer la porosité. Simplement, ça représenterait des moyens financiers, il faudrait qu'on puisse chiffrer, et ceci serait à faire, peut-être pas France entière, parce que ça pourrait quand même coûter très cher, localement, là où les problèmes les plus importants se rencontrent. De façon, si jamais on vit une période de sécheresse et que les forages sont dénoyés, de répondre à une question d'ailleurs que vous posez, à savoir est-ce qu'il ne suffit pas tout simplement de forer plus profond. Alors, on peut sans doute trouver de l'eau en forant plus profond, mais il faut faire attention de ne pas gérer l'eau comme une ressource non renouvelable, d'épuiser complètement le stock et de se retrouver dans une situation catastrophique dans quelques temps. Vous êtes bien d'accord que la qualité de l'eau est d'autant plus importante qu'elle est profonde, d'une part, et d'autre part, la durée de renouvellement ou la durée pour laquelle il faudrait permettre un renouvellement est beaucoup
plus importantes pour les nappes profondes. Donc, voilà. Mais ça, effectivement, se modélise et on ne peut pas donner une réponse en absolu. Ouais. Très bien. Ça, c'était donc peut-être pour la première question. Je vous en prie. Et puis, on va parler de la dégradation du niveau de remplissage. Donc voilà, des nappes. alors, dégradation du niveau de remplissage des nappes. Alors, les nappes, déjà, de façon très schématique, vous avez les nappes réactives, qui sont des nappes qui sont assez superficielles et en communication avec les cours d'eau, et vous avez les nappes inertielles qui sont des nappes plus profondes. Alors, pour ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a à peu près sur toute la France, hein, sauf la Manche. Hein, et puis, mais encore l'extrême nord-ouest, mais voilà. Oui. Vous avez actuellement des niveaux des nappes qui sont partout, plus bas que d'habitude, hein, c'est France entière, c'est ça qui est exceptionnel, parce qu'on a eu cet automne une recharge en hiver, hein, qui a été insuffisante. Donc les nappes inertielles qui dépendent des pluies d'il y a donc 4 mois, hein, sont touchées. Et puis les nappes très réactives qui dépendent des pluies du mois dernier sont également touchées. Donc actuellement, on va dire qu'on a 80% des nappes qui sont en dessous du niveau normal des nappes au mois de mars. Donc c'est quand même très important. L'an dernier, à la même époque, hein, c'était 50%. Là, maintenant, c'est 80%. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour les nappes inertielles, donc les nappes assez profondes? BRGM est assez pessimiste sur l'été parce qu'il faudrait qu'il pleuve énormément, hein, pour pouvoir rattraper. Il faudrait qu'il y ait des pluies décennales ou plus pour pouvoir progresser d'un cran. Hein. Je ne dis pas retrouver une situation normale, mais progresser d'un cran. Pour les nappes qui sont très réactives, superficielles, ça va dépendre des pluies des prochains mois. Hein. C'est encore faisable, mais on peut pas le savoir. Je vais essayer de m'entraîner, hein, le soir chez moi. Sachant que tous les végétaux vont être en pleine croissance aujourd'hui, oui, donc de toute manière, ça va quand même largement limiter la réactivité. Oui, il faudra qu'il pleuve effectivement beaucoup. Dans la partie nord de la France, on a encore une petite quinzaine de jours où on peut quand même espérer que s'il pleut beaucoup, la recharge se fasse correctement. Dans le sud, le cycle végétatif est déjà parti, donc ça pompe un petit peu plus. Et puis une partie de votre question, je pense, portait sur le plus long terme. Alors sur les nappes inertielles, ça n'a pas de sens de réfléchir sur quelles nappes on baisse à long terme, puisque comme on l'a dit, elles peuvent se remplir et se vider en quelques mois. Donc dès qu'il commence à pleuvoir beaucoup, c'est des nappes qui se remplissent. C'est les nappes par exemple du centre-ouest de la France. Pour les nappes réactives. Excusez-moi. Pour les nappes réactives. Pour les nappes inertielles, on n'a pas tant de nappes que ça qui, sur le long terme, sont structurellement en baisse. Il y en a une qui me vient en tête naturellement, c'est la nappe de la Beauce, dont on constate depuis une bonne vingtaine d'années que petit à petit, les plus hauts niveaux sont de plus en plus bas, même si on a encore un stock qui est conséquent, mais il n'empêche que la tendance est à la baisse. On a quelques nappes dans le sud de la France, notamment en Provence ou dans le sud-ouest, où on commence à constater de pareilles tendances. Mais dans les grandes lignes, les nappes connectées, en tout cas, avec la surface, la plus grande en France étant évidemment la nappe de la Craie, arrive encore à avoir des recharges suffisamment conséquentes. Maintenant, ce sont des nappes inertielles qui sont cycliques sur plusieurs années. Et là, c'est vrai qu'actuellement, on est dans un cycle où ces nappes, sur 4, 5, 6, 7 ans, on constate une baisse. Maintenant, on n'a pas constaté de baisse sur 20 ou 30 ans qui nous permet de dire que structurellement, ces nappes sont en baisse. Et puis, on a quelques nappes beaucoup plus profondes, des nappes qui ont des recharges très complexes, qui ont des recharges très très longues, parfois plusieurs centaines d'années. Alors je pense à la nappe du Carbonifère qui alimente à la fois la Wallonie, la Flandre et le nord de la France du côté de l'île, où structurellement on a également des baisses de niveau de nappe sur le long terme. Alors là encore, les volumes restants sont très conséquents, mais effectivement, on constate c'est une surexploitation par rapport à la capacité de remplissage de la nappe. Merci. Bon, on a un petit peu abordé l'objectif d'évaluation et de contrôle. Peut-être qu'on peut glisser par rapport à la question 3 sur calculer les niveaux normaux de nappe. La question 4, elle pose la question de la stratégie aussi pour améliorer la recharge, en fait. Donc ça, c'est des questions assez fondamentales que nous essayons de creuser aussi dans le cadre de ce qu'on appelle les politiques d'urbanisme. En fait, on pousse peut-être la réflexion pour voir comment on peut mieux intégrer aujourd'hui la gestion de l'eau dans les politiques d'urbanisme, que ce soit à l'échelle des codes, des SCOT et des PLUI, et donc une meilleure gestion aussi du fil de l'eau et donc par ailleurs des zones humides.
C'est un peu sous-jacent de cette question 4 qui vous est posée sur comment on peut améliorer les stratégies, en fait. Je pense qu'on peut répondre à cette question d'un point de vue qualitatif. On voit bien qu'il faut essayer de désimperméabiliser les sols, d'avoir moins de sol à nu avec de la végétation. Il faut avoir des noues, des fossés. Il faut retenir l'eau un peu des zones humides, retenir l'eau en surface pour qu'elle puisse s'infiltrer, bien entendu, dans les nappes. Donc ça, qualitativement, on sait le faire. Il y a également localement de la recharge maîtrisée des nappes, mais ce sont toujours de la recharge maîtrisée de nappes superficielles, donc de nappes réactives, grâce à ces techniques de fossés, de zones humides, et ça permet aussi de filtrer l'eau qui est assez rapidement récupérée pour l'eau potable. Là où on est un peu en limite, c'est pour arriver à quantifier les conséquences de ces techniques, si vous voulez, sur les nappes. Si on désimperméabilise dans une métropole, par exemple, quelles sont les conséquences précises sur le niveau des nappes? Ça est encore du domaine de la recherche. On a quelques travaux en cours. On a des travaux en cours, le plus important étant sur les métropoles européennes de Lille, où on a un partenariat de recherche et développement avec eux, pour justement quantifier, voir quels sont les meilleurs moyens de désimperméabilisation, quelles sont les meilleures politiques d'aménagement urbain qui sont possibles de prendre pour améliorer et la quantité et la qualité de la nappe de la craie sous-jacente. Donc on teste plusieurs choses, effectivement, des zones de désimperméabilisation, donc revégétalisation, présence de nous. On teste aussi des tentatives de déconnexion de réseau. Par exemple, maintenant que le réseau d'eau pluviale est déconnecté du réseau d'eau usée, les eaux pluviales avec des traitements simples pourraient être réinjectées ou pourraient tout simplement servir à des arrosages de parcs, de stades ou de choses comme ça, qui permet aussi d'éviter de pomper de trop. Donc c'est tout un tas de tests qu'il faut faire, qu'on modélise. Alors ça nécessite d'avoir des données extrêmement fines, donc des données sur les prélèvements, des données sur la géologie, et qui nous permet de pouvoir presque avoir un jumeau numérique de la réalité physique. Et de ce fait, on peut ainsi modéliser les impacts des politiques publiques d'urbanisme qui pourraient être mises en œuvre et voir l'impact sur la ressource en eau. Voilà. Et dans les zones plus rurales, on sait que par exemple, un sol qui a été très labouré va moins bien retenir, va s'opposer en fait à l'infiltration de l'eau. Donc, toutes les techniques qui permettent de se passer de labour ont un meilleur impact. Et puis, alors, sur un sujet qui est polémique dans le domaine de l'eau, sur les sujets des obstacles, vous savez, des seuils dans les cours d'eau, les rivières. Alors, quand il y a des seuils, l'eau stagne un peu et donc ça s'infiltre davantage. C'est moins bien pour la circulation des poissons. C'est meilleur pour les... C'est un sujet qui met toujours en débat le Sénat tout entier, entre la vision patrimoniale des seuils et des moulins et puis la continuité écologique. Mais on ne va pas rouvrir, chers collègues, le débat. Pas, mais enfin, puisqu'on parle de nappe, j'en profite. J'insiste, à chaque fois que l'eau peut demeurer un peu, elle s'infiltre. J'insiste sur un point sur les milieux urbains. Évidemment, le but est de réinfiltrer le plus possible. C'est pas sans risque, c'est-à-dire que l'eau, on a des cycles, donc des cycles de sécheresse, mais il y en aura encore des cycles de surplus d'eau, et notamment d'inondation par remontée de nappe. Et il y a des secteurs qui sont très sensibles aux remontées de nappe. Donc, voilà, on ne peut pas avoir de politique généraliste sur le sujet. L'idée, c'est de faire la meilleure chose au bon endroit. Et tout ça nécessite d'être correctement pris en compte, à la fois par des modèles de scénarios, mais aussi par l'étude des risques associés. C'est en lien également avec le problématique de retrait-gonflement des argiles, notamment si on plante des arbres, parce qu'on sait que les arbres, à proximité de maisons, on peut générer du tassement différentiel, générer des fissurations de maisons. Enfin bref, il y a tout un tas d'éléments qui semblent être du bon sens pour garder l'eau ou pour revégétaliser les centres urbains, et qui, par effet de conséquence, pourraient avoir des risques importants. Donc tout l'enjeu est de trouver le bon équilibre entre ces bénéfices et ces risques. Quant aux milieux ruraux, effectivement, le non-labour a fait ses preuves, l'enherbement, la remise en place de haies fait ses preuves, avec des capacités d'infiltration qui peuvent être multipliées par 30 dans les zones où on remet des haies, voire même quand on passe sur un non-labour. À noter quand même que les pratiques culturales ont
beaucoup évolué dans ce sens depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, notamment depuis la mise en place des cultures intermédiaires pièges à nitrate sur la période d'automne, où finalement la croûte de battance est beaucoup moins importante qu'avant, puisque les terres sont végétalisées à des époques où elles ne l'étaient plus. Les problèmes qu'on rencontre en ce moment sont essentiellement sur les cultures de printemps. Donc au printemps, dans les terres riches, comme vous pouvez avoir en Normandie, les terres leuciques, où on a très rapidement on a de plus en plus d'orages de printemps, aux périodes où les terres sont nues parce que les cultures de printemps se sèment au cours du mois de mars-avril et que les terres sont encore nues en mai quand arrivent les orages. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à gérer. Donc, qui est gérable par la mise en place de bandes enherbées, par la mise en place de haies, par la mise en place de fascines dans les zones les plus contributives. Mais c'est la principale période de problème qu'on rencontre actuellement en zone rurale. Oui. Donc, c'est des sujets effectivement qui sont importants, on en est conscient. Peut-être pour refroidir l'atmosphère, sachez qu'au niveau des haies, on a plutôt régressé ces dernières années qu'augmenté. Donc, vous voyez que c'est un sujet qu'il faut... Oui, malgré les aides européennes aussi. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on essaye d'en replanter, mais même malgré les efforts d'accompagnement, ces dernières années, on a plutôt régressé là-dessus. Mais c'est des stratégies qu'il faut essayer d'inscrire à différents niveaux. Peut-être juste pour clôturer ce chapitre, du coup, essayons d'idéaliser, mais on pourrait, au niveau des réseaux séparatifs aujourd'hui, imaginer les réseaux de demain qui permettent d'utiliser aussi le pluvial à bon escient pour reconstituer à la fois soit des zones humides ou des zones d'infiltration, etc. Et inscrire donc ces évolutions de réseau pluvial aujourd'hui dans le schéma directeur qui doit s'inscrire dans un PLU ou PLUI, par exemple. Dans une optique de gestion à long terme de l'eau, oui, il y a quand même pas mal de moyens à disposition. De moyens... Toujours en pensant à la gestion du risque associé. Oui. Donc ça nécessite souvent des micro-stations de traitement à l'endroit où on va réutiliser l'eau pluviale pour que de l'eau brute, parfois qui peut être un petit peu polluée, n'arrive pas dans des endroits qui n'étaient pas touchés par ces pollutions. Avec nos collègues, si oui, vous poser des questions. Bien sûr, je t'en prie. Je commence la série de questions. Oui. Donc on a vu, Madame Rousseau, que vous nous avez donné quelques informations pessimistes finalement sur le niveau actuel des nappes souterraines. On risque d'avoir dans toute la France, toute la France va être concernée certainement rapidement, y compris pour des arrêtés de restriction d'eau. Alors, je sais que le BRGM a esquissé des pistes, comme par exemple recharger les nappes d'eau par des eaux non conventionnelles, y compris des eaux de station d'épuration, des eaux usées traitées. Alors, on peut y voir des avantages, mais on peut avoir aussi quelques questionnements. Donc, moi, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur cette piste-là. Et puis... lorsque l'eau était vécue comme une source inépuisable, on ne parlait pas de priorisation des usages. Moi, j'aimerais avoir votre regard scientifique sur les quantités d'eau de source qui sont prélevées à des fins de commercialisation, souvent en très grande quantité, et qui viennent diminuer de façon drastique la quantité disponible pour une utilisation locale, avec évidemment des inquiétudes légitimes pour l'avenir. Alors sur la deuxième question, donc les eaux pour faire prélever pour des eaux minérales et autres, donc là, alors déjà évidemment c'est des préfets qui fixent les seuils de prélèvement, et que l'eau soit utilisée pour l'industrie ou qu'elle soit utilisée pour autre chose, ça pose la question du calcul des volumes prélevables. Donc le BRGM est assez peu sollicité quand même par les préfets pour aider au calcul de ces volumes prélevables, c'est un constat. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne connaît pas forcément très bien, pour une nappe, le stock d'eau de la nappe et sa dynamique de recharge précise. C'est-à-dire il faut bien connaître la vitesse, donc j'allais dire le stock. On arrive à mesurer la recharge naturelle par les pluies, ça assez correctement. On connaît pas toujours très bien les prélèvements. Les prélèvements, on les connaît en exploitant les bases de données des agences de l'eau, mais ce sont des prélèvements annuels. Donc, ce n'est pas du tout adapté à de la modélisation. Et en plus de ça, on a une valeur qui est sans doute minorée, plus ou moins suivant les régions, mais c'est minoré. Et on n'a pas donc toujours, pas forcément connaissance de l'épaisseur exacte de la nappe. Vous voyez, hein. Donc on a besoin vraiment de plus de données pour arriver à modéliser. C'est faisable.
On saurait reconnaître aussi par méthode de géophysique les épaisseurs, mais c'est quelque chose qui nous a rarement été demandé. Par contre, on saurait le faire. Oui, ça nous est demandé, par exemple, pour prendre un cas où on a des usages différents sur une nappe incluant des embouteilleurs, c'est la nappe des Grès du Trias inférieur, plutôt côté Lorrain. Donc c'est la nappe où on exploite l'eau de Vittel, où on a réussi à modéliser très correctement la nappe et on progresse encore dans les modèles. Et tout l'enjeu, c'est justement de pouvoir scénariser des scénarios de prélèvement où les prélèvements ne dépassent pas la recharge annuelle, tout simplement. J'imagine que pour ce qui vous concerne, c'est plutôt Volvic, mais la ressource du côté du Puy-de-Dôme est beaucoup moins bien connue que celle dont je prends l'exemple dans l'est de la France. Alors, on vous donnera une réponse écrite sur le sujet parce que je ne l'ai plus en tête. C'est un service de l'État, mais je ne sais plus lequel. Ouais. C'était votre deuxième question. La première question revenait sur la façon de faire de la recharge maîtrisée. Donc, à notre connaissance, la recharge maîtrisée en France, c'est à peu près 2% des prélèvements, en ordre de grandeur. Ça ne se fait que pour les nappes réactives, donc des nappes très superficielles, et plutôt des utilisations de berges de cours d'eau, des choses ou des zones humides. Est-ce que du côté des eaux usées de stations d'épuration, alors, on reste à l'état de toute façon pour l'instant de recherche et développement. Pour la recherche des eaux usées, la loi est pour l'instant très stricte sur les eaux usées, donc tant qu'elle n'évoluera pas, on ne pourra pas mettre de manière industrielle des eaux usées dans le sous-sol. Maintenant, ça fait effectivement partie des choses qu'on cherche à maîtriser pour le jour où ce sera possible. On puisse le faire. Quoi qu'il arrive, la première attention, ça reste d'envoyer de l'eau, enfin, de ne pas dégrader la qualité. Et ça, on respecte tout simplement la DCA, mais de ne pas dégrader la qualité des eaux souterraines. Donc, il y a une étude importante qui est faite sur la chimie, à différents termes, de l'eau qui serait réinjectée. Et d'un point de vue quantitatif, comme on recharge de cette façon des nappes superficielles, des nappes réactives, c'est pour une utilisation très rapide. Ça a du sens si on l'utilise dans le mois suivant. Sinon, on aura rechargé pour rien puisque l'eau sera... En tout cas, dans la saison. Il n'existe pas, à notre connaissance, en France, de recharge maîtrisée de nappes inertielles, hein, pour quelques mois à l'avance, voire quelques saisons, vous voyez, pour recharger pour 2 ans ou 3 ans avant. Puisque c'était une question qui était aussi un peu posée en prolongation. Vous avez entendu parler des expérimentations en Lot-et-Garonne et Haute-Garonne sur les recharges de nappes, justement? Oui, puisque c'est nous qui les menons. Ce projet qui s'appelle Air-Garonne. Donc là, pour le coup, on est dans une nappe qui est très réactive, puisque c'est les nappes des graves de la Garonne, enfin la nappe alluviale de la Garonne. Le but est de prendre l'eau finalement en surplus en hiver de la Garonne, même si cette année on n'y aura pas le droit, mais via un canal de trouver une zone d'infiltration privilégiée pour que quelques mois plus tard, donc une fois qu'elle aura traversé toutes les graves, cette même eau qui vient de la Garonne, qui était injectée dans les alluvions de la Garonne, puisse soutenir le débit d'étiage de la Garonne. Donc ça, c'est des tests qu'on mène actuellement. On teste la faisabilité technique, on modélise ce qui va se passer, mais ça reste à l'état très expérimental pour le moment. Par contre, les recharges maîtrisées des aquifères, c'est quelque chose qui se fait finalement depuis très longtemps. Ce sont quand même des techniques qui sont maintenant relativement éprouvées et qu'on pourrait mettre en œuvre si tant est qu'on trouve la solution utile et que ce soit finalement sociétalement acceptable. Mais en tout cas, techniquement, c'est des choses qui sont faisables. Mais l'intérêt, effectivement, il n'est que saisonnier. En pluriannuel, il y a assez peu d'intérêt. Le but, finalement, c'est ce qu'on appelle d'avoir un effet retard, d'infiltrer l'eau de surplus hivernal pour qu'à la période d'étiage et surtout à la fin de la période d'étiage, donc août-septembre, on ait cette eau qui arrive par les versants et qui viennent soutenir le débit d'étiage par les nappes, puisque en été, ce qui fait le débit des cours d'eau, notamment en milieu calcaire par exemple, c'est 80% de l'eau de nappe qui se vidange et qui soutient le débit des cours d'eau. Bien sûr, d'où leur importance stratégique. Chers collègues. Quelques mots sur les haies, effectivement, je crois qu'elles sont maintenant bienvenues pour les agriculteurs et ça fonctionne très bien
Ça s'évalue même en centaines de kilomètres de haies plantées chaque hiver lorsque c'est accompagné, lorsqu'il y a un accompagnement financier. Et là, la région Normandie qui a accompagné donc l'implantation de haies, et je peux vous garantir que c'est des centaines de kilomètres qui ont été plantés cet hiver. Donc c'est toujours voilà, c'est très bienvenu. Mais effectivement, ça passe d'autant mieux quand il y a l'accompagnement financier qui vient en parallèle, hein, forcément. Voilà. Et puis sur les cultures de printemps. Alors là. Bon, je voulais revenir là-dessus. Effectivement, c'est des cultures qui font partie d'une rotation, hein, qu'elles laissent les sols nus. Tout dépend du climat. Si vous avez un mois de mars un peu sec, effectivement, ça va moins bien partir que si on a beaucoup de pluie. Mais il faut savoir qu'un printemps normalement arrosé fait qu'on a des lins, par exemple, sur une culture d'un printemps. D'ailleurs, pour les résumer, c'est les betteraves, c'est le lin. Les cultures de printemps, c'est l'escourgeon. Ça peut faire 20-30 cm au mois de mai sans aucun problème si c'est correctement arrosé. Hein. Tout dépend en fait de l'arrosage, hein, j'ai envie de vous dire. Mais de dire qu'elle laisse les sols nus, je pense que c'est un petit peu... Voilà. Si, c'est le temps qui se... Non, mais loin de moi l'idée d'aller dire que quiconque est responsable de quoi que ce soit. Oui. Il s'avère que par ailleurs je connais très bien le milieu agricole et que enfin voilà. Les derniers gros problèmes de coulée de boue qu'on a, notamment dans le nord de la France, en Normandie, vous êtes particulièrement bien placé pour savoir, enfin plutôt côté Seine-Maritime que côté Eure, je crois savoir que vous êtes dans l'Eure. Mais on a effectivement pas mal de coulées de boue dans les Hauts-de-France, dans Seine-Maritime et dans l'Eure. Les derniers gros problèmes qu'on a en date, c'est mi-mai, début juin. Et ça concerne essentiellement les cultures au printemps et en particulier les pommes de terre. La pomme de terre qui est arrivée en force ces 20 dernières années, alors notamment en Hauts-de-France, alors qui demande beaucoup d'eau, mais surtout qui est souvent cultivée dans le sens de la pente, qui bute, donc qui fait des rigoles, et qui est un vrai autoroute finalement à ruissellement, et donc qui génère des coulées de boue assez importantes. Donc effectivement, le lin ne pose pas trop de soucis. L'orge de printemps, j'imagine, c'est ça que vous vouliez parler, ne pose pas trop de soucis. Mais maïs, pommes de terre, dans une moindre mesure betterave, sont des cultures qui sont quand même génératrices de coulées de boue. Le jour où on a un orage de printemps. Et un des problèmes est là, c'est que le changement climatique fait qu'on a une intensification et une densification des orages de printemps à des moments où les sols sont encore pas totalement couverts, puisqu'effectivement, ces cultures dont on parle couvrent pour les premières, comme les orages de printemps, effectivement plutôt mi-avril, début mai, mais pour les dernières, comme les pommes de terre et les betteraves, surtout des années où on n'a pas beaucoup d'eau, qui ont tendance à couvrir plutôt au mois de juillet. On repart, nous, sur notre cycle. C'est bon, on peut avancer? Très bien, je vous en remercie. C'était juste un complément très rapide par rapport à l'injection d'eau dans les aquifères. Je me suis effectivement renseigné sur ce que vous réessayez de faire dans le Lot-et-Garonne. On dit que c'était déjà une méthode utilisée du temps des Romains. Au niveau de la qualité de l'eau, parce que finalement c'est un stockage qu'on va chercher aussi, et on en parlait lors de notre dernière audition, dans un contexte où on essaie de remettre en place des bassines qui sont quelque part des stockages de surface. Là, ni plus ni moins, le bon sens nous guide et nous dit qu'il vaut mieux stocker l'eau en profondeur à l'abri de l'évaporation et des pollutions qu'autre chose. Mais est-ce qu'on envoie de l'eau de bonne qualité qui a le temps de se filtrer aussi? Est-ce qu'on ne pollue pas quelque part la nappe en termes de qualité et pas de quantité? Alors il s'avère que cette nappe d'accompagnement de la Garonne, ce qui l'alimente, c'est l'eau de la Garonne. Et là, dans le test qu'on fait, l'eau prise et de l'eau de la Garonne qu'on vient réinjecter. Donc on ne fait que répéter le schéma naturel en l'aidant un petit peu. Par contre, vous posez une question qui est juste. Dans d'autres cas, effectivement, il est nécessaire, mais on est toujours dans une étude, enfin, c'est pour ça que j'insiste sur le fait dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on propose comme solution, l'étude du risque est d'abord importante, l'impact est d'abord importante. Et de fait, dans des endroits où on injecterait de l'eau qui ne correspond pas à la chimie de la nappe sous-jacente, il est nécessaire de faire des études d'impact, des études chimiques, physico-chimiques et géochimiques nécessaires au préalable de tout test, ouais, bien sûr. Très bien, merci. On va essayer de progresser dans le questionnaire, aborder un sujet qui est peut-être un peu plus délicat, justement sur au niveau juridique aujourd'hui et puis par rapport à l'acceptabilité des projets. Donc vous êtes de plus en plus, entre guillemets, sollicité.
peut-être parfois instrumentalisé. Et puis, on voit émerger aujourd'hui des problématiques au travers de décisions, notamment des tribunaux administratifs, qui reviennent en fait sur parfois des études des BRGM, ce qui le cas qui est cité aujourd'hui, c'est sur les OUGC en Charente et Charente-Maritime, où là, les quantités de prélèvements ont été remises en question, malgré des études que vous pouviez faire à l'appui. La remarque, elle est d'ordre plus général. Est-ce que vous sentez monter en puissance, effectivement, ces problématiques de contentieux aujourd'hui? Et puis, on a tous en exemple, bien sûr, Sainte-Soline, aujourd'hui, aussi au niveau des bassines, sur lesquelles il y a une forme de guerre, entre guillemets, entre les rapports scientifiques. On sent la montée en puissance de questions difficiles sur l'eau, et on s'attend à en avoir de plus en plus au fil des décennies, parce qu'on pense qu'effectivement il va y avoir ce réchauffement climatique, et donc l'eau va devenir un sujet central dans beaucoup de régions. Donc ça, c'est net. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas souvent consultés pour l'instant par les préfets sur le calcul des volumes prélevables, mais nous travaillons, le BRGM va travailler. Oui. Oui. Je l'ai noté justement parce que ça m'interroge quelque part. Alors, pourquoi? Je vais vous remettre en perspective. Une des voies qui peut aussi éventuellement se dégager, c'est surtout la maîtrise à l'échelle des bassins, justement, de à la fois la ressource disponible et les quantités ensuite qui sont prélevées. Le but du jeu, c'est d'arriver à avoir une clarification qui permettrait d'avoir une responsabilisation d'autant plus forte en fonction de ce degré de connaissance. Et donc, voilà. Donc nous sommes en train, dans notre futur contrat d'objectifs, qui commence d'ailleurs cette année, il est prévu que nous assistions davantage les préfets pour le calcul des volumes prélevables, mais nous partons d'une situation où on le faisait finalement assez peu. Dans le cas particulier de Sainte-Soline, parce que parlons de ce cas concret, le BRGM est intervenu pour le compte d'une coopérative, mais en accord avec l'État, et nous avons simulé, à la demande de cette coopérative, nous avons répondu juste à la question qui a été posée, qui était de dire si j'avais construit ces 16 retenues, il était question de construire 16 retenues, des grandes retenues en surface, si j'avais construit ces retenues dans la décennie 2000-2010, est-ce que dans cette décennie-là, il y aurait eu une amélioration, j'allais dire, des débits, des cours d'eau en été, et qu'est-ce qui serait aussi passé en hiver? Et c'est à cette réponse-là, à cette question-là, que le BRGM a répondu en quantifiant, en disant oui, il y aurait eu une amélioration en été si on avait pu réaliser les prélèvements en hiver pour remplir les retenues, on aurait amélioré en été, et on a quantifié l'ordre de grandeur de cette amélioration. On l'a fait avec un modèle qui était calé sur les années 2000-2010, c'était le seul modèle d'ailleurs existant. Il n'était pas calé sur les années 2010-2020, mais la décennie 2000-2010 présentait quand même des alternances de sécheresse. Enfin, c'était une décennie qui semblait à peu près représentative d'une décennie entre guillemets normale. Nous n'avons pas simulé les conséquences du réchauffement climatique, j'allais dire, et voilà. Et nous n'avons pas non plus dit que on pouvait nécessairement réaliser les prélèvements en hiver. Nous avions un cahier des charges, on nous demandait une simulation en nous fixant les prélèvements en hiver, en nous fixant les prélèvements en été, et en nous disant dites-nous ce que ça donne sur les débits des cours d'eau. Le BRGM a répondu à cette question. Et je pense qu'on a ensuite utilisé le rapport du BRGM d'une autre façon. Alors, nous tenons à la disposition du Sénat le rapport. On a aussi rédigé un communiqué de presse pour essayer de préciser. Nous avons mis au point un PowerPoint pour résumer le rapport. Et nous espérons que petit à petit, le contenu du rapport sera mieux compris. Ça n'épuise pas le sujet des bassines. Non, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est de poser... Non, et c'est certain que sur le sujet, on n'a pas non plus regardé la rentabilité, vous voyez, de la construction de ces bassines, parce qu'évidemment, si on les construit, encore faut-il pouvoir les remplir, parce que sinon, ça ne servira à rien du tout. Et les remplir pose la question des seuils, qui est des seuils à partir duquel on autorise ou pas les prélèvements. Et ça fait partie des choses sur lesquelles, pareil, nous travaillons assez peu pour le moment.
Et finalement, un des enjeux, et on aimerait y travailler. Un des enjeux du problème est là. On a des seuils parfois sur des seuils de remplissage. Des seuils à partir duquel des seuils de niveau de nappe à partir duquel le remplissage est autorisé ou interdit. Oui. Et on a des cas où on a des seuils qui sont parfois étonnants, on va dire. En fait, on voudrait beaucoup travailler sur les seuils, sur les modèles. Enfin, pour un établissement de recherche comme est le BRGM, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc, il vous faut plus de moyens. Sur ces sujets, on en a obtenu déjà dans notre comp. Mais c'est vrai que je pense que les moyens de recherche qui ont été mis sur ce type de questions sont peut-être pas quand même à la hauteur des enjeux qu'on va avoir dans les prochaines décennies. Sérieusement. Mais nous sommes là pour vous écouter, justement. Essayer d'analyser comment on peut avancer de manière qualitative. Après, il y a toujours des arbitrages, mais on est bien d'accord. Je vais poursuivre peut-être dans l'avancée donc du BRGM. On a abordé un peu cette montée en puissance effectivement juridique. Un des éléments aussi factuels et d'actualité, c'est l'évolution de la qualité aussi des nappes et des nappes superficielles aujourd'hui, qui nous inquiète particulièrement. Et nous inquiète aussi parce que le spectre d'observation jusqu'à maintenant était ce qu'il était, mais quand on l'élargit, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de polluants qui étaient inconnus hier et qui doivent nous inquiéter aujourd'hui. Donc je suppose que vous avez aussi un regard particulier sur le sujet. Alors, côté qualité des nappes, ce sont bien sûr les pesticides qu'on détecte le plus et on constate. Donc que ça ne se ralentit pas quand même, la contamination par les pesticides. Les polluants plus émergents, comme les résidus de médicaments ou les perfluorés, sont des polluants sur lesquels nous avons pour l'instant moins de données et surtout moins de séries longues. Donc ça commence, mais pour l'instant il n'y a pas de valeur limite, de seuil sur ces polluants. Mais c'est une problématique qui est fortement montante. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une bonne partie des nappes en France sont des nappes très inertielles et que quelles que soient les décisions qu'on prenne aujourd'hui, il y a certaines nappes qui vont prendre plusieurs centaines d'années pour effacer les molécules qui sont présentes dedans. Donc c'est ça aussi il est nécessaire d'avoir ça en tête. Il y a, enfin, tout ça pour dire, c'est pas parce qu'on prend des décisions aujourd'hui que forcément, même si on fait mieux, pour les pesticides typiquement dans les nappes comme la nappe de la craie qui est la plus inertielle, une des plus inertielles dans les nappes de surface qu'on a en France. Si demain on demandait, par exemple, aux agriculteurs, mais pas que, c'est pas les seuls à occasionner des substances polluantes, d'arrêter tout traitement, on aura encore des progressions, donc des augmentations des niveaux de contaminants pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc c'est toute la difficulté aujourd'hui est aussi de savoir, dans ce qu'on retrouve dans la nappe aujourd'hui, quand est-ce que ça a été épandu, quand est-ce que ça a été déversé. Et alors on sait le faire, techniquement, on sait calculer les âges de l'eau, mais voilà, c'est un sujet qui est encore une fois très complexe. Et dans un autre domaine, cette fois-ci sur les nitrates et en Seine-Normandie, si on arrêtait totalement les engrais, zéro engrais, on mettrait un siècle et demi avant de respecter les normes européennes au débouché de la Manche. Pas pour autant qu'il ne faut pas s'en soucier. Non. Pour les générations futures. Mais si voilà, nous avons donc des données très... Simplement, il y a un décalage entre le moment où on met les mesures et le moment où on observe les résultats. Malgré tout, le monde agricole fait des efforts. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement que comme les nappes ont leur inertie et ont leur vitesse, eh bien, entre le moment où on résout un problème et celui on constate qu'il n'y a plus de problème du tout pour les usagers, il s'écoule un temps qui peut être long. Est-ce qu'il faut... Dès que ça bascule au rouge, c'est que c'est parfait. Merci. Bonjour. Je suis arrivé un petit peu en retard au début de l'audition, donc je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Toutes les réflexions, les observations que vous faites, je voulais savoir si aujourd'hui il y avait des éléments de comparaison internationale sur le fait de réinjecter dans les nappes ou dans les... Est-ce qu'on a, ou en Europe, est-ce que vous avez des données, des éléments de comparaison pour... Est-ce que la recherche, elle est propre à ce que vous faites en France ou est-ce qu'on a des éléments au niveau international? Nous travaillons parfois aussi à l'international. Par exemple, on travaille pour la ville du Cap, BRGM travaille à l'international. Sur la recharge, il existe d'autres pays qui sont plus avancés que nous.
Je pense qu'en Israël, ils sont très avancés. Oui, Israël sont très avancés. De toute façon, il y a finalement tous les pays qui ont eu des problèmes d'eau avant nous. Voilà. Et en Espagne, hein, typiquement. Ouais, en Espagne, typiquement. Voilà. Et dans un contexte toujours un peu contraint en termes d'effectifs, est-ce qu'il faut consacrer nos effectifs à faire de la recherche académique? Est-ce qu'il faut faire de la recherche pour les collectivités locales ou est-ce qu'il faut aller à l'international avec des hydrogéologues modélisateurs qui sont très sollicités? Je réponds pas souvent au BRGM qu'à l'international, nous allons apprendre des choses aussi, hein, qu'on pourra ensuite réimporter en France quand la situation se sera compliquée. Et pour compléter la réponse d'un point de vue européen, on profite assez régulièrement des programmes Interreg qui nous permettent de travailler avec des labos allemands, hollandais. Alors, par le passé anglais, là, les derniers Interreg avec l'Angleterre se terminent. Et puis au sud avec l'Italie et l'Espagne. Donc on a plusieurs programmes de recherche dans lesquels on collabore avec des laboratoires européens. On n'a pas néanmoins de benchmark systématique des recherches qui sont faites à l'étranger pour savoir comment nous nous positionnons. Ça peut être un élément pour mieux partager la connaissance et peut-être un sujet à travailler. Je t'en prie, Florence. Bonjour et merci beaucoup. Peut-être une question sur justement la recherche de substances qu'on recherche encore peu aujourd'hui, notamment les substances médicamenteuses, perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous pensez qu'il peut être utile quand même d'accélérer vu le temps de latence dans les nappes? Et est-ce qu'on peut avoir des éléments comparatifs en fonction des systèmes d'épuration? Il y a des systèmes par membrane qui semblent aujourd'hui plus déjà, je voudrais permettre une meilleure épuration. Donc, parce que bon, c'est aussi dans la mesure où les collectivités investissent, il faut dès lors aller, à mon avis, au plus vite pour qu'elles investissent sur des systèmes qui sont les plus efficients. Donc, est-ce qu'on a des éléments sur cela, les systèmes d'assainissement et les substances qui sont réellement filtrées? Je vais laisser Pierre Panet répondre sur les aspects techniques, mais il ne faut pas oublier que le BRGM est un établissement public sous tutelle principale du ministère de la Recherche et tutelle du ministère de l'Écologie. Et on ne nous demande pas de décider de faire des recherches à tel ou tel endroit. On nous dit, vous allez faire une recherche à tel ou tel endroit, mais nous obéissons en quelque sorte. Hein. Oui, nous ne sommes pas... Nous n'avons pas pouvoir de décision sur la nature de nos recherches, sauf sur quelques crédits où nous pouvons faire de la recherche sur, entre guillemets, nos ressources propres. Nous avons quelques moyens que nous faisons, nous essayons d'exploiter ça, mais ça reste limité par rapport à ce que nous pouvons faire. Alors, puisqu'on me confie à lourde charge de répondre techniquement, je ne vais pas vous mentir, c'est un sujet que je maîtrise vraiment pas beaucoup, et pour une raison simple, c'est que le BRGM travaille très peu sur l'assainissement finalement. Le BRGM travaille sur les ressources du sol et du sous-sol, et finalement, ce qui se passe en recyclage, on est beaucoup moins présent. Ceci dit, on travaille quand même pas mal avec les collectivités ou avec des délégataires de services publics qui gèrent à la fois l'alimentation en eau, mais aussi l'assainissement. Et ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est fondamental d'avoir une meilleure connaissance des polluants dits émergents. Vous les avez cités, les médicamenteux, et Madame Rousseau a cité les perfluorés, qu'on appelle aujourd'hui les PFAS. On entend beaucoup parler, ça sort ces derniers temps dans les médias. Ça fait quelques temps qu'on travaille dessus, quelques temps qu'on commence à les connaître, et ce sont des éléments, notamment les PFAS, qui ont une très faible, voire une dégradation quasi impossible. Donc il est vraiment nécessaire d'améliorer la connaissance. Après, quand on parle des systèmes d'assainissement, oui, il y a beaucoup de choses qui se font en osmose inverse ou des choses comme ça, qui au passage ont quand même, du coup, filtrent l'eau de tous les éléments qui nous nourrissent, de tous les sels, donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais surtout, même si ça reste une solution, la meilleure solution reste encore de limiter au maximum les contaminants qu'on a dans les eaux brutes. Donc nous, ce que nous pensons, c'est que la recherche doit être, même si à un moment il est évident que pour qu'on ait de l'eau propre au robinet, il faut penser à toutes les solutions, y compris les solutions curatives, mais la prévention sur l'origine de ces polluants, comment ils se comportent et leur cycle de dégradation. Donc la prévention reste pour nous le meilleur investissement à faire pour qu'on ait de l'eau propre et pérenne à nos robinets vers le futur. Mais ce n'est pas de notre... La prévention, si, la connaissance de la ressource, c'est chez nous. Par contre, tout ce qui est curatif, non, ça pour le coup, ce ne sera pas fait par le BRGM. Très bien. On s'achemine vers la conclusion, si vous le voulez bien. Peut-être une dernière question. On vous pose la question sur les mesures législatives réglementaires qui permettraient de mieux assurer une gestion durable de l'eau. Est-ce que vous avez quelques idées à mettre sur la table?
Alors, au-delà, bien sûr, des modèles qui sont à développer de plus en plus, ce qui nous intéresserait le plus, ce serait pour la partie, pour les prélèvements dans les nappes, qu'on demande de nous adresser les prélèvements localisés, j'entends bien, sur une base mensuelle, en nous indiquant dans quel aquifère on prélève et à peu près à quelle profondeur, et non pas sur une base annuelle, comme c'est le cas à l'heure actuelle, où nous récupérons les données des agences de l'eau, mais qui sont des données fiscales. Voilà. Et ça ne coûterait pas grand-chose, puisque les prélèvements ils sont faits, mais juste d'envoyer les données sur une base mensuelle. Oui. Et nous pourrions, bien sûr, préparer ce qu'il faut pour que les données puissent être envoyées de façon quasi automatique. Ça dépend de la qualité du référentiel aussi aujourd'hui sur les points de prélèvement, voilà, mais qui se sont améliorés. En ce qui concerne les points d'eau, comme on les appelle, ça on a à peu près, mais par contre nous n'avons pas les données, nous avons juste les données annuelles. Et c'est très dommageable pour justement construire les modèles, bien entendu, et les caler. Parce que quand on voit de gros écarts, est-ce que c'est le modèle qui est pas bon ou est-ce que ce sont les prélèvements en fait qui sont complètement erronés? C'est une bonne question. Oui. Il n'y aura clairement pas de modèle fiable tant qu'on n'a pas de données de prélèvement fiables à des pas de temps précis. Et ça, c'est fondamental. Une autre chose qui pourrait être envisagée, c'est que tous les gestionnaires de l'eau, qui ont parfois leur propre réseau de suivi, intègrent leurs données dans les bases de données nationales, en particulier ADES, qui est la base de données nationale de gestion des eaux. Et puis vous posiez une question sur éventuellement d'aller rechercher de l'eau plus en profondeur, même si on a répondu dans le sens que c'est pas forcément une bonne idée, mais dans le cas où quelqu'un s'y mettrait quand même, aujourd'hui la loi est quasi nulle sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a deux mots dans la loi mais ça nécessite des éléments de protection beaucoup plus importants que ce qu'il y a maintenant dans la loi. Il n'y a à peu près rien sur les nappes inertielles. Il n'y a rien sur les nappes inertielles, ou presque, dans la loi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Bien évidemment, le but du jeu, c'est ce qu'on dit toujours au niveau des auditions. Hein. On n'a pas forcément abordé tous les sujets que vous auriez souhaité poser sur la table. Donc, nous sommes preneurs aussi de réponses complémentaires. Et au cours de l'audition de la mission, puisque celle-ci devrait se terminer fin juillet, s'il y a des sujets que vous souhaitez porter à notre connaissance, n'hésitez pas. Hein, le but du jeu, c'est d'essayer d'agréger le plus de sujets et de questions. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à vous deux. Vous évoquiez un rapport, si vous pouvez nous le faire passer. Rapport sur... Pardon, excusez-moi. Le PowerPoint, oui, j'ai noté ça. Voilà, Madame la Présidente. Oui, simplement, je voulais vous remercier pour vos dispositions et les informations que vous venez de nous livrer. Merci beaucoup. Merci à vous, bon courage.